Au sommet de cette édition de l'actualité, les attaques dans la commune de Barga, le coronavirus et la fronde sociale, 3 questions abordées à l'hebdomadaire réunion de l'exécutif en guise de riposte au Covid-19. Le Conseil des ministres adopte un rapport qui suspend toutes les manifestations publiques d'envergure nationale et internationale jusqu'en fin avril. On voit cela dans ce journal. Le projet Grand-Mère solaire a 10 ans. Quel impact sur la vie quotidienne des populations? Les partenaires techniques et financiers sont sur le terrain pour constater les réalisations du projet. Le reportage dans ce journal. Et puis en Russie, la Douma qui ouvre la voie donc pour le maintien de Vladimir Poutine au pouvoir après 2024. Les parlementaires russes votent pour les amendements constitutionnels proposés par le président. Une actualité à suivre en fin d'édition. Et puis nous recevons dans ce journal le ministre en charge de la communication sur les différentes mesures prises par le gouvernement burkinabé pour empêcher la propagation du coronavirus. Le ministre Rémi Fulgence Danginou est là donc pour des éclairages sur le sujet. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Cela dit, les journalistes ont appelé à relayer l'information sur le Covid-19 aux populations. Ils ont donc besoin de tout savoir sur le virus et le mode de transmission afin de traiter le sujet en toute connaissance de cause. La séance de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé ce jour au profit des hommes de médias aborde également les mesures prises par le gouvernement en passant par la résilience. On fait le point avec Kware Nebié et Zalissa Sanfo. Des journalistes ici à l'école de la santé et le cours du jour porte sur le Covid-19. Passer l'information, la vraie, pour que cesse la psychose et que tous les Burkinabés sachent à quel sein se vouer face à cette grippe. C'est ce que le ministère en charge de la Santé attend de ses journalistes. Et ici, toutes les informations utiles sont données. Elles commencent par la prévention. Il faut que les gens arrêtent de se saluer abusivement. Il faut que les gens arrêtent de se donner les accolades à tout bout de champ. Il faut que les gens arrêtent également un certain nombre d'attitudes que nous avions l'habitude de vivre ou de voir, donc, mais surtout le lavage des mains. Intensifions le lavage des mains et faisons en sorte que nous puissions nous les laver avec du savon et de l'eau propre. Prévenir, certes, mais dans un contexte où le mal est déjà là, le ministère de la Santé se veut rassurant. Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Le coronavirus a 3,2% de létalité, ce qui ne se compare pas avec le paludisme ou les autres infections respiratoires. C'est dire qu'il faut faire en sorte que les gens ne soient pas enclins à la panique. Parce que lorsque vous observez les mesures de prévention, vous n'avez aucune inquiétude. Nous avons également au niveau du ministère de la Santé des techniciens qui sont bien formés à faire une surveillance épidémiologique, à faire une prévention et bien ciblée, à prendre en charge les maladies, à faire une bonne coordination et une bonne gouvernance. Et tout ça, tous ces ingrédients mis ensemble, on pourra faire face à la maladie. En tout cas, nous ne pouvons pas dire que nous sommes un pays qui était aussi bien préparé que d'autres pays, mais notre niveau de préparation ne fait que nous n'avons pas peur de la maladie. À l'heure actuelle, en l'espace d'une demi-journée, les tests peuvent être effectués et les résultats obtenus. Les dispositions ont été prises aussi pour parer à toutes les éventualités en cas d'épidémie de Covid-19, rassurent les conférenciers du jour. 3 principales questions abordées par le Conseil des ministres de ce jour. Les attaques dans la commune de Barga avec le rapport de la mission gouvernementale dépêchée sur les lieux. Le coronavirus au Burkina Faso, le gouvernement adopte entre autres un rapport qui suspend les manifestations publiques d'envergure nationale et internationale jusqu'à fin avril prochain. C'est ainsi que la Semaine nationale de la culture est reportée à une date ultérieure. Et pour ce qui est de la fronde sociale, c'est la voie du dialogue qui est toujours prônée. Nous en savons davantage avec Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Prise de température, lavage de mains,
Le président du Faso et les membres du gouvernement observent ici quelques mesures de prévention du coronavirus avant d'entrer pour le Conseil des ministres. Le sujet y a été largement abordé avec l'adoption de 2 rapports. L'un est relatif au plan de préparation de la riposte, l'autre porte sur le report des manifestations d'envergure nationale et internationale au Burkina Faso jusqu'en fin avril. On apprend ainsi que la Semaine nationale de la culture est suspendue. Parmi les objectifs, je voulais en rappeler quelques-uns. L'accroissement des capacités des intervenants dans la surveillance des points d'entrée, la prise en charge de Covid, de personnes donc affectées par le Covid-19, la promotion des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les structures sanitaires et dans les communautés, et le renforcement de la coordination sectorielle. Le gouvernement donc a adopté ce plan de riposte. Il a instruit pour une diligente et célérité mise en œuvre dans les réponses inscrites donc dans ce plan de réponse et un renforcement des campagnes d'information sur les bonnes pratiques de prévention. En ce qui concerne les vols, il y a des directives au niveau de l'OMS, des directives au niveau de l'Assemblée des ministres de la santé de l'espace CEDEAO. Nous ne pensons pas pour le moment qu'il soit porteur et pertinent qu'on puisse interdire les vols. Les 2 personnes testées positives se portent mieux, foi de la ministre de la Santé qui informe qu'avec leur aide, une centaine de personnes ayant été en contact direct avec elles sont identifiées. 2 numéros verts sont ouverts et les citoyens peuvent signaler tout cas suspect ou appeler pour s'informer. Face à la pénurie de gel désinfectant, Claudine Lougué indique que le produit sera fabriqué sur place au Burkina Faso. Front social, le gouvernement, selon son porte-parole, est disposé à renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Le ministre de la fonction publique a informé le Conseil que dans le respect donc de la tradition de discussion que le Premier ministre a instaurée, il a été envoyé donc à l'UAS une invitation pour la reprise du dialogue gouvernement-syndicat les 10 et 11 mars. Dans sa réponse par correspondance du 7 mars, l'unité d'action syndicale a demandé le report de la réunion à une date ultérieure afin de mieux se préparer. Donc le gouvernement voulait renouveler sa disponibilité pour la reprise du dialogue et reste donc dans l'attente de cette proposition de date. Il réaffirme en tout cas sa constante disponibilité à trouver avec tous les acteurs, des partenaires sociaux, un dialogue constructif pour les solutions de développement à notre pays. En ce qui concerne les médias de services publics, hier nous avons eu une rencontre qui était prévue, sur laquelle donc les syndicats ont demandé, parce qu'on devait paraphrer un peu notre PV de discussion pour faire le point de nos accords et de désaccords, les syndicats ont demandé que soit inscrit donc la question des décisions d'affectation qui ont été prises par le ministre en charge de la communication. C'est un préalable qui ne nous a pas permis de continuer les discussions, mais le ministre de l'économie et des finances qui représentait qui dirigeait donc la partie gouvernementale a pris l'engagement donc de porter cette demande, ce préalable du syndicat-là auprès du Premier ministre qui lui va juger la question. Un autre sujet abordé à ce Conseil des ministres, les attaques dans la commune de Barga qui ont fait officiellement 43 morts. Des mesures diligentes sont prises au plan sanitaire, alimentaire et sécuritaire pour permettre le retour des personnes déplacées. Nous retrouvons le ministre en charge de la communication qui est sur notre plateau pour nous parler des mesures prises par le gouvernement pour barrer la route en tout cas au coronavirus au Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Alors le gouvernement burkinabé a décidé ce soir d'interdire le regroupement de plusieurs personnes selon les termes du Conseil des ministres. Que faut-il entendre par regroupement de plusieurs personnes quand on sait qu'il y a les écoles, il y a les marchés, il y a les églises, il y a les mosquées, les familles aussi avec les manifestations familiales comme les baptêmes, les mariages, autant de regroupements. Qu'est-ce qu'il faut entendre par regroupement? Je voudrais vous remercier et vous dire que nous étaient justement les discussions qu'elle a avec les partenaires techniques et financiers, discussions entamées juste à la sortie du Conseil des ministres. Et ça aurait dû être donc Madame professeur Lougué, ministre de la Santé, qui aurait dû être là. Donc, en tant que porte-parole, je voudrais dire que le terme exact que nous avons utilisé dans le communiqué final, c'est le report des événements d'envergure au Burkina Faso. Il faut entendre par ça justement ce qui n'est pas habituel en termes d'événements.
Ça exclut donc de la suspension les écoles, ça veut dire que les cours se poursuivent. Ça exclut de la suspension les universités et tout ce qui est notre fonctionnement habituel. Cependant, sur ces questions-là, il y a des éléments à mettre en œuvre en termes de précaution, parce que nous sommes dans une situation de défi de santé publique. Donc, au niveau des écoles, au niveau des universités, il y a des mesures à mettre en œuvre à ce niveau-là. Par contre, effectivement, tout ce qui est événement qui nécessite aujourd'hui un déplacement et un afflux de personnes, parce que comme on dit, c'est dans les attroupements que nous avons facilement ce transfert de gènes qui peut justement accentuer la contamination et la propagation de la maladie. Donc ces éléments-là sont interdits. J'ai pris le cas de la SNC, mais ça voudrait dire également que ceux qui ont des concerts également sont interdits. L'autre aspect qu'il est important de noter, c'est la question des lieux où on est confiné, c'est-à-dire notamment les salles de cinéma et les boîtes de nuit. Et ça veut dire également que durant cette période-là, jusqu'au 30 avril, ces lieux-là doivent être fermés. Il y a un arrêté donc du ministre en charge de l'administration territoriale qui précise ces conditions-là sur lesquelles les différents acteurs pourront avoir un plus d'informations. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que c'est une situation évolutive. Nous avons dit jusqu'au 30 avril. Nous avons aujourd'hui 2 patients qui sont avérés. Et puis, il y a des personnes qui sont mises en situation de surveillance par les services sanitaires. Et ces services-là, normalement, chaque mercredi, font le point. Et au fur et à mesure de l'évolution, effectivement, la réponse pourrait être réadaptée, soit par un durcissement de la mesure, soit par un allègement de la mesure. Je pense que la première responsabilité, elle est aussi individuelle, parce que, comme a dit tout à l'heure Madame le ministre et l'incident manager en charge de cette question-là, il y a des actes que nous devons nous-mêmes au quotidien poser pour ne pas être un danger pour nous et un danger pour notre communauté, sans pour autant tomber dans une psychose généralisée. Monsieur le ministre, on voudrait quand même des précisions sur les offices, parce que les offices religieux, c'est assez important quand même. Et puis, il y a les funérailles. Et puis, en partant, il y a également les marches des syndicats et les marches politiques aussi. Tout ça, c'est des événements qui sont assez importants. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Non, je pense que Madame le ministre de la Santé a rencontré hier nos acteurs au niveau du monde des religions, les chrétiens, les catholiques, les chrétiens dans leur diversité, protestants et catholiques, et les musulmans. Et ils sont convenus, parce qu'on a eu l'expérience quand même de Ebola, même si ça n'a pas eu justement de cas avérés chez nous, ils ont des pratiques. Donc ils ont été appelés à mettre en œuvre ces pratiques-là pour que dans le cadre habituel du fonctionnement de nos pratiques religieuses, on puisse faire attention. En tant que catholique, je me rappelle que bien sûr, la partie où on se faisait la paix du Christ était suspendue systématiquement. Je sais également que chez les musulmans, il y a des pratiques notamment liées à tout ce qui est toilette sèche pour éviter qu'il y ait... Il y a plein d'autres choses. Par contre, effectivement, aujourd'hui, si vous demandez l'autorisation d'organiser une séance d'évangélisation ou une séance de prière publique à la place de la nation, ça va être vous être interdit. De la même façon qu'il faut faire attention pour que justement les éléments de réjouissance que nous menons, si on ne peut pas interdire les mariages ou les funérailles, soient ramenés au strict minimum pour éviter justement les questions de contact de population et de diffusion de germes. Je voulais d'ailleurs à ce sujet, si vous le permettez, rappeler que le pasteur Karambili aujourd'hui a transmis un appel que je ne peux peut-être pas retrouver, mais un appel où il dit en substance à ses co-religionnaires, il faut le féliciter pour ça, où il dit qu'il porte à la connaissance du peuple chrétien que toutes les réunions sont suspendues à compter donc du vendredi 13 mars jusqu'à nouvel ordre. Les cultes des 15 et 22 mars sont simplement annulés vu la complexité de la gestion du grand nombre de fidèles. Je pense que c'est une attitude qu'il faut saluer et justement prendre la dimension de la chose. Parce que chacun d'entre nous est acteur de la propagation ou de l'arrêt de la propagation de cette pandémie-là, cette épidémie qui touche aujourd'hui l'entièreté. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui 102 pays qui sont concernés. Ça fait quasiment une bonne partie de notre univers sur ces questions-là. Alors, Monsieur le ministre, on va parler maintenant des gens qui ont eu contact avec le couple de patients, en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là ont été identifiés véritablement?
Je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Nous avons, dans le communiqué final du compte rendu du Conseil des ministres, dit que Madame le ministre, avec ses équipes, avait déjà entrepris un travail d'approche. Vous savez, depuis ceux qui étaient dans l'avion, il y a un travail qui a été fait en relation avec le ministère des Transports. Ceux qui étaient dans l'environnement proche, il y a un travail qui a été fait et ils ont été approchés. Mais nous avons quand même lancé un appel pour que toutes les personnes qui ont eu ou qui croient que leur contact avec les acteurs peut poser problème doivent se signaler. Et les numéros d'urgence sont là, les services de santé sont là, ils ont été identifiés pour ça, afin justement que nous n'y participons. Il ne s'agit pas de faire une psychose, il s'agit simplement de dire qu'il faut que les acteurs, la population plutôt, en soient informés et que chacun de nous puisse regarder. Comme a dit l'incident manager dans le reportage il y a quelques instants, le taux de létalité est très faible. Par contre, on se rend compte que ça a une tendance à se propager assez rapidement. Et nous devons être des acteurs qui puissent limiter cette propagation du Covid. Alors, parlant de la prise en charge d'éventuels patients, on a cru comprendre que ça se fera à l'hôpital, au CHU de Tengango. Est-ce que le bâtiment est vraiment aux normes? Est-ce qu'on a un plateau technique qui est disponible? Est-ce qu'il y a de la ressource humaine également? Toutes ces questions, Monsieur le ministre. Non, je pense qu'il y a un plan de préparation et de riposte, mais dans la préparation, les actes ont été posés. Parce que les 2 premiers patients ont bien été mis en situation de quarantaine, de confinement. Il y avait un travail qui a été fait et qui a permis donc au niveau de Tengango de dégager cet espace-là. Il y a effectivement d'autres acquisitions qui doivent suivre rapidement. Et ça, il faut reconnaître qu'il y a une diligence à mettre en œuvre. Comme a dit Madame le ministre, on n'est peut-être pas prêt comme tout le monde, comme certains pays, mais on a déjà des compétences à l'intérieur pour gérer ces questions-là. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on s'inquiète outre mesure sur ça. Il y a effectivement ça. Et c'est pour ça que, étant donné la réalité de nos moyens, il faut que nous soyons aussi, la prévention y est pour beaucoup, pour ne pas que nous tombions dans une situation qui soit un peu plus délicate. C'est pour ça que les principes de précaution doivent être mis en œuvre, parce qu'effectivement, il n'y a que l'espace de Tengango qui est prévu, et si nous allons dans des situations excessives, ça peut devenir effectivement problématique. D'où l'importance, pendant que l'ajustement au niveau de la réaction se met en place, en termes notamment d'acquisition d'un certain nombre d'appareils ou de développement d'autres plateaux techniques, à part ceux de Ouagadougou. Et vous savez que au début, lorsqu'on a eu les premières suspicions, nous avons dû envoyer les éléments pour les faire analyser ailleurs. Aujourd'hui, à Bobo-Dioulasso, ça peut se faire. Donc, il y a un travail qui est fait, qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de monter en puissance sur ce domaine-là. Mais malheureusement, si nous-mêmes ne sommes pas acteurs de cet arrêt par la bonne pratique, on peut justement créer une propagation. Alors, est-ce que le Burkina Faso est en contact avec les autres pays de la sous-région? Parce que c'est vrai que des mesures sont prises, un travail est en train d'être fait ici au niveau du Burkina Faso, mais si ailleurs rien n'est fait, est-ce que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau? Quand on sait que les frontières sont assez poreuses, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau des frontières? Non, au niveau des frontières, tant terrestres qu'aériennes, il y a un travail qui est fait. Parce que les mesures de surveillance sont mises en œuvre aussi bien dans les aéroports qu'au niveau des principaux passages au niveau de nos frontières terrestres. Madame le ministre, le professeur Lougué nous a informé que depuis quelque temps, justement, les ministres de l'espace CEDEAO se réunissent sur ces questions-là et ont adopté un certain nombre de mesures et de procédures à mettre en œuvre. Donc, il y a un travail fondamentalement qui est fait. D'ailleurs, c'est l'OMS qui a déclaré à un moment donné que c'était devenu un sujet mondial et que par ailleurs, donc, toutes les autres organisations au niveau continental et au niveau sous-régional se mettent en œuvre pour faire le relais. Donc il y a une coordination entre nos différents pays sur cette question. Monsieur le ministre, dernière question, est-ce que finalement on n'en fait pas trop autour de la communication sur cette maladie quand on sait que le spécialiste vient de le dire, c'est pas la peine de paniquer les gens, mais est-ce que côté communication c'est pas trop fait? Non, je ne pense pas que ce soit trop fait. La prévention est une chose, mieux vaut se prévenir. Parce que, quoi qu'on dise, ça peut être handicapant pour le développement de notre pays. Ça peut malheureusement également entraîner des pertes en vies humaines. Et donc, si l'on gère ces aspects-là de façon relativement rigoureuse, par nous-mêmes, un changement de comportement et une application stricte des mesures de précaution qui nous ont été enseignées par le corps médical, forcément, nous arrivons à une situation où on peut gérer la chose. Je pense que c'est mondial.
dans tous les pays, il y a eu une réaction. Il est clair que le côté un peu globalisant du village dans lequel nous sommes, notamment avec la communication, fait que ça prend effectivement beaucoup d'ampleur, mais ce n'est pas pour autant que nous devons négliger ce qui est mis en œuvre, parce que même si la létalité peut être faible, ça peut quand même entraîner des pertes en vies humaines qui vont venir s'ajouter à celles que nous connaissons sur d'autres éléments de maladie, et également qui peuvent être pénalisants pour notre économie sur le moyen, le court et le moyen terme. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions concernant le coronavirus qui est déjà au Burkina Faso, comme vous le savez, et les mesures du gouvernement pour, en tout cas, éviter que le mal se propage davantage. Merci à vous et à vos téléspectateurs. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et nous allons parler politique avec les députés du groupe parlementaire Bourkin-Glim et les délégués des partis politiques du groupe qui appellent le président du Faso à user de toutes ses prérogatives donc pour ramener tout le monde à regarder dans la même direction. Le message principal donc des premières journées parlementaires du groupe qui viennent de s'achever et dont nous suivons les conclusions avec Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. Le groupe parlementaire Bourkin-Glim livre les conclusions de 2 jours de travaux sur la question de la réconciliation nationale. Ces premières journées de ce groupe parlementaire pour le compte de l'année 2020 ont vu la lecture d'acteurs d'opinions différentes sur la réconciliation. Les joutes électorales de l'année 2020 peuvent amener des acteurs politiques à adopter certaines attitudes, mais au groupe parlementaire Bourkin-Glim, le consensus sur la question de la réconciliation doit être le catalyseur d'une paix sociale. Nous avons lancé un appel au président du Faso, qui lui-même s'est engagé, qui a une volonté manifeste de réconcilier donc les Burkinabés. Mais nous disons que cet appel est important parce que nous voyons la diversité des acteurs qui parlent de la réconciliation. Nous demandons qu'il y ait une large concertation de ces acteurs. Nous pensons aussi que le HCRUN, qui a été une institution, une structure qui a connu le consensus après la transition donc, de tout le monde, nous pensons que le HCRUN doit porter effectivement la mise en œuvre de la réconciliation, pourvu que aujourd'hui il y ait une refondation de cette structure pour prendre en compte l'ensemble des acteurs. Le consensus pour aller à la réconciliation nationale, oui, mais préviennent Emmanuel Lankwande et ses camarades du groupe parlementaire Bourkin-Glim, d'autres piliers doivent être le ferment d'un vivre ensemble retrouvé. La manifestation de la vérité est fondamentale. Et pour nous, elle est chère. Deuxième chose, nous disons qu'il faut oser la justice. La justice est fondamentale. Maintenant que les avis divergent, nous disons tout simplement que cet élément est incontournable pour aboutir à une véritable réconciliation. Pour le groupe parlementaire Bourkin-Glim, les Burkinabés doivent se mettre au-dessus de toute considération afin de construire un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Le premier conseil de cabinet élargi du ministère en charge de l'Éducation nationale se tient autour de la gouvernance dans le département dans un contexte de défis sécuritaires. Les responsables du système éducatif national évaluent les réformes en cours et se fixent de nouveaux objectifs. Le point complet avec Césaire Carfo et Issa Kanana. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales tient ici son premier conseil de cabinet élargi de l'année 2020. 3 jours durant, ces responsables du système éducatif au niveau central et déconcentré du pays vont évaluer la mise en œuvre des orientations issues du conseil extraordinaire de cabinet élargi d'octobre dernier, mais surtout faire le point des réformes en cours au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a la réforme liée au lycée scientifique, il y a la réforme liée aux ENEP. Vous savez qu'avec l'adoption du statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus et puis le niveau d'accès est poussé un peu plus haut et ça nécessite des réformes. Et aussi dans le cadre de la révision du train de vie de l'État, des orientations donc, m'ont été données donc, par le président du Faso et le Premier ministre à l'effet donc de réduire le nombre d'établissements publics de l'État que nous avons au ministère.
Cette rencontre se tient dans un contexte de crise sécuritaire marqué par des attaques terroristes dans plusieurs localités. Ce conseil de cabinet élargi focalise donc les débats autour de l'amélioration de la gouvernance de l'éducation dans un contexte de défis sécuritaires. Et il est question pour le monde éducatif d'apporter sa contribution à la lutte à travers une cotisation volontaire. Nous avons pensé qu'il était bon de pouvoir travailler à une éducation à la solidarité et à l'appartenance à son pays et à l'amour de son pays, à la culture de l'amour de son pays, donc l'éducation à la citoyenneté. Le projet Grand-Mère Solaire aura joué pleinement sa partition dans la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables au Burkina Faso. Il y a 10 ans, des femmes issues de milieux ruraux allaient en Inde pour acquérir des connaissances dans le domaine du solaire qu'elles ont mises au profit de leur communauté. Les partenaires techniques et financiers du projet sont sur le terrain ce 10 mars pour apprécier les différentes réalisations et leur impact sur la vie quotidienne des populations. La visite a lieu à Samtinga et Basgana. Reportage Sekou Zongo. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial sur les traces de ces réalisations. De Samtinga dans la commune rurale de Gogo à Basgana dans la commune de Manga, porteurs de projets et bénéficiaires de l'action Grand-Mère Solaire sont tous unanimes, l'utilisation des énergies renouvelables est un plus pour la condition de vie des populations. L'énergie solaire est très bénéfique pour nous. Depuis que nous l'avons installée, les enfants arrivent à étudier la nuit, on suit la télé. C'est avec ça que nous rechargeons nos portables. Nous constatons qu'avec les kiosques que nous avons mis en place, il y a de l'engouement. Et puis ça améliore encore la visibilité des villages et ça améliore leurs conditions de vie, la condition de vie des femmes qui peuvent avoir entre 5 000 et 50 000 francs jour. Avec le projet Grand-Mère Solaire, plus de 1000 concessions ont été électrifiées à travers 10 villages. Des kiosques implantés dans ces villages font la fierté des localités et apportent une autonomisation à la femme rurale. Le projet énergie solaire est vraiment utile pour nous. En tant que femmes qui ne comprennent pas le français, on ne sait pas lire et écrire. Malgré tout, nous sommes allés en Inde, on a fait 6 mois là-bas sans comprendre leur langue, mais quand même on a pu faire le travail. Nos enfants ne souffrent plus pour étudier et nous rechargeons sur place nos téléphones portables. Selon le coordinateur du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, des négociations sont en cours avec les partenaires pour intensifier les actions du projet. En attendant, promesse a été faite de former des femmes à pouvoir faire des fours solaires au profit des ménages. Et puis la transformation de la noix de cajou qui franchit une étape importante, celle de l'industrialisation avec le lancement hier d'Imas à Bobo Dioulasso du projet de développement économique des femmes par l'innovation dans l'anacarde. Un projet accueilli par la filière comme du pain béni qui devrait améliorer les conditions de vie des femmes. Sur les détails du programme, nous suivons le reportage de Drissa Traoré et Kadou Romenki. La noix de cajou et ses dérivés sont à l'honneur. Des produits dérivés issus d'une transformation industrielle en vue d'améliorer la chaîne des valeurs de la filière anacarde. Une initiative de transformation encouragée et soutenue par le projet de développement économique des femmes par l'innovation dans l'anacarde. Aujourd'hui, la plupart des champs d'anacardiers appartiennent à des hommes, plus de 85% de ces champs. C'est un modèle qui va permettre de sensibiliser les hommes propriétaires des vergers, à céder quelque chose à leurs femmes, à leurs filles, à leurs sœurs. Travailler pour l'accès des femmes à la terre, tout en prônant leur participation au processus de transformation industrielle de la noix de cajou, c'est l'une des clés de l'amélioration de la situation financière de la femme, foi des promoteurs du projet.
Ça, c'est nos attentes en réalité, enfin. Et pour améliorer le champ de valeur d'Anacard, pour que les femmes soient mieux impliquées dans les prises de décision, dans le projet. Vu que la transformation de la noix de cajou dans le pays n'existait pratiquement plus parce que tous les noix étaient vendus à l'étranger. Il y avait des milliers des emplois qui étaient en danger et on voulait faire quelque chose contre ce problème. Le projet de développement économique des femmes par l'innovation dans l'anacarde intervient dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Un projet qui va contribuer à améliorer les conditions de vie d'environ 3000 femmes dans sa zone d'intervention. Et le téléphone portable qui révolutionne tous les secteurs d'activité est définitivement un instrument de développement en Afrique. Le voici au service d'une transhumance apaisée à travers la plateforme Garbal, mise en place à l'est du Burkina par l'ONG néerlandaise SNV et ses partenaires. L'outil est à la disposition des agriculteurs et éleveurs. C'est le fruit du projet d'appuyer à la mobilité du bétail à travers l'utilisation de la téléphonie mobile et de l'imagerie satellitaire. La présentation de la plateforme à Fadangourma en présence de Presley Kemtouré et Rasmata Ouedraogo. Plus de soucis liés au manque d'informations sur la pluviométrie et les phénomènes agrométéorologiques pour les agropasteurs à l'Est. Le projet Modem outille les différents acteurs sur sa nouvelle plateforme dénommée Garbal. Une plateforme mise en place avec l'idée de créer un espace de rencontre et d'échange privilégié pour les agropasteurs. Concrètement, ils peuvent appeler pour savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce que la saison des pluies va commencer, quand est-ce que ça va finir. Si moi je veux cultiver du maïs, est-ce que la saison de cette année est propice, quel type de variété je peux cultiver, où est-ce que je peux aller avec mes animaux et trouver du pâturage et de l'eau pour eux, et les informations sur les prix des produits. Un nouvel outil pour une transhumance apaisée, tant attendu par les acteurs du développement durable. L'aperçu que j'ai, c'est que c'est un outil précieux de développement pour nos producteurs. La population elle-même augmente alors que les ressources naturelles ne font que diminuer. Donc avec la mise en œuvre d'une telle plateforme-là, on a par anticipation certaines informations. Ça va nous arranger parce qu'avec les téléphones, on peut appeler, voir où on va aller vendre et puis avoir des bénéfices. Et puis s'il va pleuvoir aussi beaucoup, on peut ne pas amener nos animaux vers les bas-fonds. Avec les camarades aussi, les techniques, on peut avoir des techniques pour bien produire. La région de l'Est est classée 3e après la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins en matière de renforcement de la sécurité alimentaire. Et les autorités régionales promettent une avancée significative dans les années à venir. L'édition 2020 de la foire agro-silvo-pastorale de Komsilga, c'est du 28 au 31 mai prochain à Kienfarin. Les organisateurs portent à la connaissance des journalistes le programme des activités et les innovations majeures de cette édition. 5 pays sont annoncés pour prendre part à l'événement dédié au développement rural, suivant le compte-rendu de la conférence de presse avec Draman Dadian. Komsilga. La 5e édition de la foire internationale agro-silvo-pastorale annonce les couleurs. La FICOM 2020, c'est pour le 28 au 31 mai prochain à Kienfagé, dans la commune de Komsilga, à un jeu de pierre de Ouagadougou. L'Association pour le développement du monde rural, promotrice de cette foire, veut faire de cette édition une tribune du donner et du recevoir à travers diverses activités. Les expositions vente des produits agro-silvo-pastoraux, les expositions des produits artisanaux et d'équipements du monde rural, l'exposition des activités des projets et programmes de développement rural, les conférences publiques, la nuit des récompenses des acteurs du monde rural. L'innovation majeure de cette édition est la récompense des acteurs du monde rural à travers les trophées. Cette cérémonie connaîtra la présence effective des plus hautes autorités du Burkina Faso. Nous voulons retransmettre en direct la nuit un tout peu dédiée aux acteurs du monde rural. Autant les journalistes sont les plus gagnants, autant les artistes ont une nuit où ils gagnent des trophées. Une simple rencontre de vente et d'achat des produits agro-silvo-pastoraux au départ, la FICOM a gravi des échelons. Rencontre communale,
régionale, nationale et aujourd'hui internationale, la FICOM frappe à la porte d'autres continents. Chaque année, en tout cas, il y a des pays comme le Mali, le Niger, le Sénégal qui sont toujours présents. Mais cette année, on aura la présence de la République démocratique du Congo. Et comme vous savez, la deuxième édition, on a eu une délégation française. Alors cette délégation a confirmé. Il y a eu une évolution au niveau des éleveurs, des agriculteurs. Donc nous pouvons dire qu'en tout cas, l'initiative est bonne. Et au nom du conseil, nous allons féliciter le promoteur et le comité de l'organisation d'avoir pensé d'organiser chaque année cette foire au niveau de notre commune. Les demandes de participation et de confirmation se poursuivent. Producteurs et acheteurs nationaux et internationaux, partenaires techniques et financiers, étudiants et chercheurs vont au cours de la foire réfléchir sur l'impact de l'insécurité et des conflits fonciers sur les productions. C'est Draman Guéné qui signe ce reportage. En sport, le Cameroun abrite du 4 au 25 avril prochain la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Une compétition qui regroupe tous les 2 ans les équipes nationales africaines composées uniquement de joueurs évoluant dans les championnats locaux. Le Burkina Faso, qualifié pour la compétition, a entamé sa préparation depuis hier. Ce matin, le sélectionneur livre une liste de 31 joueurs présélectionnés et le chronogramme de la préparation. Les détails avec Issaka Ouedraogo et Mahamadi Wena. À 25 jours du championnat d'Afrique des Nations 2020, le sélectionneur des étalons locaux, Cyril Zerbo-Kroll, entouré de ses collaborateurs, a dévoilé une liste de 31 joueurs présélectionnés. 5 critères ont guidé Kroll dans ses choix. Il y a l'état de santé, l'état de forme et l'envie que les joueurs ont donné au cours de différents matchs du championnat et au cours de différents matchs de la Coupe du Faso que moi et mon staff a observé. Et encore, la discipline et le choix tactique. Est-ce que tel joueur peut répondre dans telle tactique de jouer? La première phase de la préparation des étalons locaux qui a débuté hier doit déboucher sur un tournoi triangulaire à Ouagadougou. C'est bon. Ok. Donc, ce sont nos frères et amis togolais et nigériens. C'est du 15 au 19 de ce mois. À partir du 20 mars, les 23 étalons locaux retenus pour le CHAN se rendront sur place au Cameroun pour un stage au centre technique de la CAF d'Mbankomo. En projection, 2 matchs amicaux au Gabon contre les Lions de l'Atlas locaux du Maroc le 27 mars et les Léopards locaux de la RDC le 29 mars. En 2 participations au CHAN, le Burkina n'a enregistré la moindre victoire et le sélectionneur des étalons locaux compte y remédier en tirant leçon des échecs antérieurs. De corriger et les imperfections constatées au cours de cette dernière édition. Et c'est travailler plus et d'avoir plus d'envie que les éditions précédentes. Pour mémoire, les étalons ont attendu leur 3e CAN pour goûter à la joie d'une victoire en phase finale. Nous osons espérer que les étalons locaux logés dans la poule A avec le Cameroun, le Mali et le Zimbabwe pourront au moins enregistrer une première victoire à ce CHAN 2020. Hors de chez nous, en Russie, Vladimir Poutine pourrait ne pas quitter le pouvoir en 2024. Les parlementaires ont voté pour les amendements à la Constitution proposée par le chef du Kremlin. Le Parlement russe ouvre la voie au maintien au pouvoir de Vladimir Poutine. La Douma a voté à une écrasante majorité ce mardi l'amendement à la Constitution qui permet au président russe de se présenter à nouveau en 2024, alors qu'il devait se limiter jusque-là à 2 mandats consécutifs. En principe, cette option de se représenter serait possible, mais à une condition, à savoir si la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie conclut qu'un tel amendement ne sera pas en contradiction avec les principes et les dispositions de la loi fondamentale, la Constitution. La députée de la majorité présidentielle, Valentina Tereshkova, a proposé de remettre les compteurs à zéro pour le locataire du Kremlin afin de garantir, selon elle, la stabilité du pays.
Un scénario qui pourrait permettre à Vladimir Poutine de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036. Et puis sachez que la loi portant bail privé au Burkina Faso est au cœur de votre émission. Nul n'est censé ignorer la loi qui vous sera proposée ce soir à partir de 21h. Voici pour vous un avant-goût dans cet extrait choisi par Draman Guéné. Lui, c'est Mamadou Ninkiema. Chaque jour que Dieu fait, il prend la garde ici devant sa porte dans l'espoir de rencontrer son locataire porté disparu depuis 2008. À cette date, Mamadou a rencontré son bon samaritain qui se propose de faire la clôture de sa cour afin de la prendre en location. Une attestation de reconnaissance de dette fut alors signée car les dépenses de la clôture devraient être déduites du loyer. Depuis lors, calvaire du bailleur. Actuellement, là où je suis là, on n'a qu'à venir me tenir mon cours sur ça. Le reste là, on va voir. Parce que jusqu'à 2008, jusqu'à nos jours, même 5 ans, les gens croient que j'ai pris l'argent pour rien. C'est la politique qui l'a fait. On devait déduire dans ça seulement pour que je puisse maintenant commencer à bien. Maintenant, quand moi je suis revenu, je dis que actuellement, il est là. Mais pour le trouver, je dois... La porte est soigneusement scellée, empêchant le propriétaire de la cour d'y mettre les pieds. Mamadou porte alors l'affaire sur la table du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Un huissier est commis à la tâche, mais le bout du tunnel est encore loin. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.